désignée comme une présidente de thèse de Madame Séverine Lacaille, qui a travaillé sur la modélisation et l'optimisation des performances thermiques des matériaux bio et géosourcés par approche multi-échelle, apport à la valorisation d'une large gamme de coproduits agricoles. Nous allons te donner la parole, Séverine, pour 45 minutes d'exposé, et à l'issue de cet exposé, je présenterai les différents membres du jury qui puissent reprendre son souffle avant la série de... Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Chers membres du jury, chers collègues, chers étudiants, chers amis, chères familles, mes chers enfants. J'ai donc le plaisir de vous présenter aujourd'hui mes travaux de thèse en vue de l'obtention d'un doctorat en génie civil, travaux que j'ai menés sous l'encadrement d'Ariane Abouchakra et de Vincent Sabatier, qui portaient effectivement sur la modélisation et l'optimisation des performances thermiques des matériaux bio et géosourcés par approche multi-échelle pour la valorisation d'une large gamme de coproduits agricoles. Alors sachez que pour l'anecdote, mon prénom vient du latin severus qui veut dire rigoureux et méthodique. Mon nom de jeune fille Rosa signifie rose en portugais, qui est donc végétal, et Latapi en occitan, qui est mon nom d'épouse, veut dire la maison de Torchy ou de Pisé. Alors il faut croire que les planètes se sont alignées pour que je travaille sur les matériaux de construction bio et géosourcés. Pour démarrer cette présentation, je vais donc vous expliquer tout l'intérêt de ces matériaux en vous explicitant le contexte de mes travaux de recherche. Et puis, une deuxième partie dans laquelle je balayerai les différentes échelles sur lesquelles j'ai travaillé en vue de répondre aux objectifs de la thèse. Et je terminerai évidemment par une conclusion. Alors, j'ai choisi de démarrer ces éléments de contexte en revenant sur l'effet de serre qu'on pourrait voir comme un effet négatif. Il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est un vrai effet positif sur notre planète, puisque c'est bien grâce à lui que l'on a une température moyenne de 15 degrés Celsius à sa surface et que donc la vie est apparue et que nous sommes ici tous aujourd'hui. La vraie problématique, c'est l'industrialisation depuis plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles, et les émissions anthropiques, c'est-à-dire les émissions dues à l'activité humaine qui n'ont cessé de générer des gaz à effet de serre et d'emballer finalement ce phénomène de gaz à effet de serre avec les conséquences que l'on connaît. Et malheureusement, l'actualité nous illustre récemment ces conséquences. Alors, le secteur de la construction est loin d'être un bon élève sur le plan des émissions anthropiques, et puisqu'à lui tout seul, il rassemble 40% des émissions globales de dioxyde de carbone. Et j'ai choisi deux éclairages particuliers. Le premier, c'est le fait que le ciment et le béton représentent à eux tout seuls 8% de ces émissions globales. C'est plus que les émissions de dioxyde de carbone dues au transport ferroviaire et au transport maritime. Et puis, le bâti neuf, sachez que son empreinte carbone est majoritairement liée aux matériaux de construction. Alors, face à ce constat relativement alarmant, heureusement, il existe plusieurs leviers à actionner pour favoriser une transition écologique pérenne et durable du secteur de la construction. D'abord, il convient de privilégier de privilégier la rénovation plutôt que la construction neuve et donc de développer des matériaux pertinents vis-à-vis de la rénovation. Il convient également de construire avec moins de matière et de favoriser l'utilisation de ressources locales. Et puis, ces matériaux qui sont utilisés doivent permettre de réduire le besoin et donc la consommation en chauffage, en système de refroidissement d'air ou de ventilation mécanique contrôlée. Et enfin, malheureusement, on s'attend à des climats futurs de plus en plus rudes avec des avec des périodes de canicule de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes. Il faut donc concevoir des matériaux qui vont être capables d'être pertinents vis-à-vis de ce confort d'été aujourd'hui et demain. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les matériaux de construction bio et géosourcés permettent d'actionner finalement tous ces leviers en même temps. Alors, quand on parle de matériaux biosourcés, on parle de matériaux issus de la biomasse. Par exemple, quand on cultive le chanvre à des fins textiles, on récupère une partie interne de la plante qui s'appelle la chaîne-vote. Au départ, c'est un déchet, puisqu'il peut être valorisé sous forme d'isolation en vrac. Vous le voyez ici sous plancher entre solives. On parle plutôt d'un coproduit agricole plutôt qu'un déchet. Cette chaîne-vote, si elle est incorporée à une matrice liante hydraulique, on va obtenir un béton végétal qui va permettre d'avoir des fonctions d'isolation réparties, c'est-à-dire de remplissage et d'isolation à l'intérieur, par exemple, d'une soupe bois porteuse. Cette matrice hydraulique peut être remplacée par une matrice à base de terre crue. On va alors parler de terre allégée, toujours à des fins d'isolation répartie.
Donc, mes travaux de thèse se sont concentrés principalement sur ces différents matériaux à visée d'isolation thermique. Alors, face aux matériaux conventionnels utilisés encore largement dans le secteur de la construction, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, évidemment, les matériaux conventionnels ont de bonnes performances thermiques, ils ont été conçus pour ça. Malheureusement, ils cumulent, vous le voyez, les effets vis-à-vis de l'empreinte carbone. Et donc, les matériaux bio et géosourcés devraient naturellement faire pencher la balance en leur faveur, puisque, en plus d'avoir de bonnes performances thermiques, ils ont aussi de bonnes performances hygroscopiques. En termes d'éco-conception, on a donc deux fonctions, ce qui est plus intéressant et plus pertinent. Ce sont également des matériaux qui vont avoir peu de déchets, qui vont générer peu de déchets, qui vont être relativement recyclables, qui vont finalement avoir une faible énergie grise vis-à-vis des matériaux conventionnels, peu d'énergie pour les fabriquer, peu d'énergie consommée vis-à-vis du transport, puisqu'on privilégie, grâce à ces matériaux, des ressources locales et abondantes. Quand je dis ressources locales, la terre, par exemple, peut être une utilisation des déchets des fils de lavage de carrière ou directement sur chantier lorsqu'on extrait les terres, ce qu'on appelle les terres d'excavation, peuvent être utilisées directement sur chantier pour construire. Et en termes de ressources locales, j'ai souhaité, pour l'illustrer, m'attarder sur ce nombre ici. 2 853 000. Pourquoi ce nombre? Bien parce que c'est la production mondiale de céréales en 2024. Évidemment, c'est une projection puisque l'année n'est pas tout à fait terminée. Mais sachez que, eh bien, vis-à-vis de toute cette production, on a des déchets agricoles et donc la valorisation de ces déchets représente un potentiel gigantesque pour la construction. Alors, on retrouve évidemment le maïs, le blé, mais on peut aussi utiliser des déchets, ou en tout cas des granulats végétaux issus d'autres plantes, comme par exemple le tournesol, le roseau ou encore le bambou. Alors, à l'échelle nationale, voilà comment se répartissent les différentes cultures et on voit qu'en fonction des régions, on a donc différentes cultures à privilégier et peut-être que l'idée serait finalement de dire localement si on a telle culture et donc tel déchet et potentiellement tel coproduit agricole, est-ce qu'on ne pourrait pas construire avec ce déchet-là? Aujourd'hui, c'est encore très compliqué. Alors, la chaîne BOT, elle est finalement, c'est un granulat qui est relativement étudié depuis quelques années maintenant, une vingtaine d'années, on va dire, mais finalement, si on regarde à l'échelle nationale, donc là, on est sur les surfaces de culture en 2023 en France métropolitaine, on voit que la chaîne BOT représente une faible surface cultivée par rapport au lin, par exemple, au colza ou encore au tournesol. Alors, ce tournesol, qui est évidemment largement cultivé dans le sud-ouest de la France, eh bien, c'est tout naturellement que je me suis portée particulièrement sur cette plante-là pour mes travaux. Vous savez, hein, le tournesol est cultivé pour cette partie florale qu'on va récupérer pour faire de l'huile. Et puis, une fois qu'on a récupéré la partie supérieure de la plante, il reste ces tiges. Vous ferez passer ces échantillons si vous le souhaitez. Et cette tige qui reste au champ, eh bien, elle est constituée d'une partie externe qu'on appelle l'écorce, une partie interne qu'on appelle la moelle. Et ces plantes, finalement, utilisées en tant que coproduits agricoles pour construire, vont avoir différents intérêts. D'abord, un intérêt environnemental, puisque la plante, lorsqu'elle est en phase de croissance, elle va capter le dioxyde de carbone de l'atmosphère et le transformer. On parle d'un effet pluie de carbone. On a aussi un intérêt sociétal. Aujourd'hui, ces tiges qui restent au champ ne sont pas du tout valorisées. Donc, quand on connaît la crise et la difficulté aujourd'hui des agriculteurs, notamment sur notre territoire, peut-être qu'un apport de complément de revenus via cette valorisation serait d'intérêt. Alors, si on regarde au microscope électronique à balayage, on s'aperçoit que l'écorce et la moelle sont extrêmement poreuses. On a une porosité intraparticulaire de l'ordre de 80% pour l'écorce, de l'ordre de 95% pour la moelle de tournesol. Donc, la partie, les cavités finalement où circulent les nutriments de la plante lorsqu'elle est en phase de croissance, une fois qu'elle est hors champ, ces cavités viennent se remplir par de l'air, et cette air immobile va évidemment donner de bonnes, voire d'excellentes performances thermiques. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, souvenez-vous, je n'ai pas de pouvoir hygroscopique. En plus de ces performances thermiques, ces matériaux ont un squelette solide. Ici, la cellule végétale qui va être capable de réguler de manière passive l'humidité ambiante. Alors finalement, ces matériaux sont également poussés, on a dit tout leur intérêt, mais ils sont poussés aussi par les politiques environnementales qui se déclinent de l'échelle mondiale évidemment jusqu'à l'échelle nationale et en particulier pour le secteur de la construction.
la réglementation environnementale 2020, entrée en vigueur au 1er janvier 2022 en France, et qui fixe différents critères, différents objectifs qui augmentent tous les 3 ans. Critères vis-à-vis de la sobriété énergétique, vis-à-vis également de l'empreinte carbone à limiter au niveau du bâti, et puis un critère vis-à-vis du confort d'été. Alors évidemment, ces matériaux sont tout à fait pertinents vis-à-vis de ces objectifs, et puis des groupes de travail sont d'ores et déjà à pied d'œuvre pour la réglementation qui suivra, CAP 2030, et on sait bien que ces matériaux seront pertinents vis-à-vis des réglementations environnementales à venir. Alors les auteurs en recherche ne s'y sont pas trompés, et j'ai mené une étude bibliométrique qui permet de regarder, finalement, de visualiser ici par une carte de visualisation bibliométrique quels ont été les secteurs, les sujets traités jusqu'ici. Donc, ça fait une vingtaine d'années que ces matériaux de construction biosourcés sont étudiés. On a beaucoup de travaux expérimentaux qui s'articulent autour des performances à l'échelle du bâtiment, autour de l'impact environnemental, autour des propriétés mécaniques, et puis, ce qui va m'intéresser ici, par rapport aux performances thermoélectriques. C'est donc bien sûr ce volet-là que mes travaux s'inscrivent. Et cette étude bibliométrique qui a été publiée permet également de mettre en relief différentes perspectives de travail qui ont encore été peu abordées dans la littérature, comme la modélisation, l'étude de la microstructure, la physique des phénomènes, mais encore leur composition chimique. Alors globalement, je me suis concentrée principalement sur la modélisation, avec évidemment dans un coin de la tête toutes les autres perspectives pour essayer de desserrer quelques verrous. Alors ces verrous que l'on trouve sur ces matériaux aujourd'hui, ils sont ici. J'ai essayé de vous rassembler quelques-uns de ces verrous les plus importants, je dirais. Ils sont liés principalement à la nature biologique des granulats, contrairement aux matériaux conventionnels où on avait des granulats inertes. Le fait que ce soit des granulats biologiques, eh bien, ça demande une transversalité, un travail en collaboration avec des chimistes, des biochimistes et des phénomènes complexes, du coup, liés à la nature du vivant, la nature du granulat. Et puis, on a aussi une anisotropie, c'est-à-dire une différence de comportement suivant la direction dans laquelle on se positionne dans le matériau, et ce, à différentes échelles, ce qui complique leur compréhension. On a également une grande variété, une variabilité de ces granulats. Vous l'avez vu, différentes plantes, mais même pour un même échantillon, on peut avoir une grande variété. Si on parle de la chaîne d'hôte qui va être récupérée dans un champ, eh bien, d'une année sur l'autre, en fonction de la météo, de la technique de récolte, de la période de récolte, on va avoir une grande variété. Alors, globalement, mes travaux se sont concentrés sur ces verrous-là, avec évidemment en perspective les deux derniers à traiter dans la suite de mes travaux de recherche. Alors, dans cette deuxième partie, je vais donc vous expliquer comment j'ai travaillé échelle par échelle vis-à-vis de ces objectifs, et je vous présenterai à chaque échelle les méthodes utilisées et les résultats, les principaux résultats obtenus. D'abord, les objectifs de mes travaux, eh bien, ils étaient clairs. C'était de développer des modèles de prédiction du comportement thermique de ces matériaux. Autrement dit, d'essayer d'estimer la conductivité thermique, qui est la grandeur physique, qui traduit finalement ce comportement thermique, avec différents sous-objectifs. Le premier, prendre en compte les contraintes d'usage. Les nombreux travaux expérimentaux montrent que la conductivité thermique dépend de la température et de l'humidité relative. Vous l'avez vu, le gisement est énorme. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir des modèles universels, en tout cas transposables d'un coproduit agricole à un autre. Et puis, en collaboration ou en appui des travaux expérimentaux, l'idée est de venir optimiser les formulations et la mise en œuvre de ces matériaux. Alors, pour répondre à ces objectifs, la stratégie de travail était la suivante. D'abord, je travaillais à différentes échelles, à comprendre ces matériaux, puis à les modéliser. Donc, ces différentes échelles que je balaye ici, l'échelle moléculaire d'abord, l'échelle de la particule seule, végétale, l'échelle du vrac dont j'ai parlé en introduction, de panneaux isolants en base de moelle de tournesol et des bétons végétaux et terres allégées. Et sur les derniers matériaux, j'ai même pu aller jusqu'à la phase d'optimisation. Alors, commençons par l'échelle moléculaire. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette échelle-là? Eh bien, grâce aux travaux d'Agar Hatim-Basafi, qui avait soutenu ici il n'y a pas tout à fait 2 ans, on peut voir que les coproduits agricoles qui sont présentés ici, une dizaine, sont majoritairement faits de cellulose. C'est un élément important pour la suite de cette présentation, notamment pour comprendre les différentes hypothèses que j'ai eu à faire dans mes travaux. Donc, cette cellulose, elle est constituée majoritairement de carbone, d'oxygène et d'hydrogène, avec une particularité, c'est d'être le siège de liaisons hydrogène, qui sont des interactions électrostatiques
entre les atomes d'oxygène et les atomes d'hydrogène de par leur différence d'électronégativité. Alors, on a des liaisons à l'intérieur entre les molécules de glucose, on a parlé de liaisons intramoléculaires, et puis on a des liaisons entre les fibres de cellulose, entre les fibriles, qui sont des liaisons intermoléculaires. Alors, l'eau aussi fait des liaisons hydrogènes, et on pourrait dire qu'elle adore ça, entre guillemets, parce que c'est une molécule polaire, c'est une molécule polarisée constamment, de par cette dissymétrie ici de liaison entre l'oxygène et l'hydrogène, et donc elle va chercher naturellement à faire des liaisons hydrogènes avec son environnement. Alors, à partir de ces éléments, et parce qu'on avait un phénomène difficile à comprendre, en tout cas dans la littérature, on avait des pistes d'explication qui ne faisaient pas consensus, je me suis concentrée sur le phénomène d'hystérésis. En m'appuyant sur des stimulations moléculaires publiées récemment, j'ai proposé une nouvelle piste d'explication de ce phénomène. Eh bien, c'est le fait que lorsque ces matériaux biosourcés sont soumis à une humidité relative croissante, vous voyez ici, on a 3 phases dans l'absorption d'eau. Une première phase ici, relativement rapide, une deuxième phase ici, plus lente, un palier, et puis une troisième phase ici, à nouveau rapide. Et en phase de désorption, donc quand l'humidité relative diminue, eh bien, ces molécules d'eau qui ont été absorbées en sorption sont désorbées, mais avec un décalage. Et vous voyez que la teneur en eau pour une même humidité relative est plus importante. Alors, macroscopiquement, les travaux expérimentaux rapportent des gonflements en sorption et des retraits en désorption. Alors, voilà comment j'ai expliqué ce phénomène. Donc, ce gonflement, comment il peut se traduire, d'où il vient au niveau microscopique? Eh bien, d'abord, il faut dire qu'à faible humidité relative, finalement, ces molécules d'eau vont aller se fixer sur les sites accepteurs facilement accessibles de la surface des fibriles de cellulose. Et puis, lorsque l'humidité, donc avec une phase relativement rapide, puisque c'est facile, lorsque l'humidité relative va augmenter, eh bien, ces molécules d'eau vont chercher à faire des liaisons hydrogènes. Elles vont rentrer en compétition avec des liaisons hydrogènes entre les fibres de cellulose. Et de par cette compétition, le phénomène est lent. Et puis, lorsque les molécules d'eau vont arriver à finalement se fixer à l'intérieur, ces chaînes de cellulose vont s'ouvrir, d'où le gonflement observé. Et une fois qu'elles sont ouvertes, eh bien, de nouveaux sites accepteurs sont disponibles et les molécules d'eau entre elles peuvent se fixer à nouveau, donc une phase relativement rapide. En désorption, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce retrait que l'on observe macroscopiquement, l'origine microscopique que je propose, c'est de dire que finalement, ces molécules d'eau qui vont se désorber, eh bien, à même humidité relative, on a plus de molécules d'eau absorbées en désorption qu'en sorption, parce qu'on a toutes celles qui se sont fixées dans les sites qui n'étaient pas accessibles au départ. Et donc, lorsque l'humidité relative diminue, et lorsqu'on atteint des humidités relatives très faibles, on retrouve peu ou prou l'état initial que l'on avait avant la phase de sorption et d'absorption. Et on comprend ainsi comment on peut avoir finalement un véritable couplage hydromécanique entre la phase de sorption et de désorption et vis-à-vis du phénomène d'hystérésis qui est rapporté largement dans la littérature sur ces matériaux. Donc, le fait de comprendre ce phénomène m'a aidé pour prendre en compte ensuite cette sorption de l'eau dans les modèles que j'ai développés. Passons maintenant à l'échelle particulière et aux méthodes que j'ai utilisées, dites méthodes d'homogénéisation. Dans quel cas on privilégie ces méthodes? Eh bien, c'est lorsqu'on a un matériau qui est difficile à caractériser pour différentes raisons, parce que c'est chronophage, parce que c'est coûteux, parce qu'expérimentalement c'est difficile à faire. Et donc, on peut évaluer les propriétés effectives d'un matériau grâce à la connaissance de sa microstructure. Alors, il y a différentes approches. La première approche est une approche numérique basée sur les éléments finis. Elle est très pertinente, mais elle est aussi très consommatrice en mémoire et en capacité de processeur. Donc, quand on sait qu'en Occitanie, l'empreinte carbone du numérique, c'est 5% de l'empreinte carbone totale, on se dit que peut-être pour favoriser des matériaux de construction à faible impact carbone, ce n'est pas la meilleure méthode. Donc, on a en première intention, en tout cas, privilégié l'approche semi-analytique basée sur la théorie des champs moyens, avec évidemment une efficacité aussi démontrée, un calcul plus rapide, moins consommateur de mémoire et aussi une mise en œuvre plus simple, toujours dans l'idée de contribuer de manière rapide et pérenne au développement des matériaux bio et géosourcés. Alors, ces méthodes, pour vous en dire quelques mots, donc quand on a un matériau au départ difficile à caractériser, on va analyser sa microstructure.
on va définir différentes phases à l'intérieur de cette microstructure. Et dans ces phases, on peut définir ce qu'on appelle une matrice, une phase qui va englober, et des inclusions qui sont noyées dans cette matrice et qui vont avoir des formes différentes, des orientations différentes. Et puis, par un process de calcul, d'homogénéisation, on va accéder à la propriété effective. Ce qui m'intéressait ici, c'était la conductivité thermique, qui va être un tenseur d'ordre 0, un scalaire, si on a une isotropie au niveau de ce volume élémentaire représentatif, et qui va être un tenseur d'ordre 2, si on a une anisotropie, c'est-à-dire l'idée c'est de prendre en compte les trois directions de l'espace et le comportement thermique vis-à-vis de ces trois directions. Alors souvent dans ces méthodes, la problématique c'est l'accès aux données locales. Évidemment, ça s'est vérifié dans mes travaux, donc je vais vous expliquer comment j'ai pu contourner, en tout cas faire avec cette difficulté. Alors une formule, c'est promis, il n'y en aura pas beaucoup, mais cette formule elle est importante pour comprendre comment on va calculer cette propriété effective. Cette propriété effective, elle dépend de différentes données d'entrée, la conductivité thermique de la matrice, de l'inclusion, et puis la fraction volumique des inclusions. Ce sont des données d'entrée nécessaires à la modélisation. Et ici, on a un tenseur de localisation qui va permettre de prendre en compte l'orientation des particules ou encore leur forme. Alors, ces inclusions, on a choisi de mener ce calcul avec un schéma d'homogénéisation, le schéma de Morita-Naka, qui finalement va résumer les inclusions dans le volume élémentaire représentatif sous une inclusion ellipsoïdale qui va avoir la même forme et la même orientation que les inclusions du volume élémentaire représentatif défini, pour accéder à la propriété du milieu homogène équivalent. Donc, si l'inclusion est isotrope, c'est-à-dire si on a une sphère, eh bien, on retrouve ces données d'entrée, la conductivité thermique de la matrice, de l'inclusion et fraction volumique des inclusions. J'insiste encore une fois, c'est important pour la suite. Mais cette inclusion isotrope, quand on regarde notre particule de chaîne droite, on se dit que ça ne ressemble pas à une sphère et que donc il faudrait peut-être aller affiner ce modèle-là. Et on a eu la bonne surprise de trouver dans la littérature des travaux précurseurs qui analysait finalement la réelle microstructure à l'échelle microscopique de la chaîne droite avec une structure tubulaire et une définition du volume élémentaire représentatif comme suit. Une matrice qui est finalement la partie squelette solide, la partie végétale, et des inclusions qui sont remplies d'air, avec une définition du coup de deux composantes, une composante normale le long des pores et une composante transversale, transversalement orientée par rapport à cette composante normale, et une fraction volumique des pores qui correspond finalement à la porosité intraparticulaire de la particule. Alors, à partir de cette définition, ces travaux donnés, et en utilisant le schéma de Morita-Naka avec une inclusion allongée, pour tenir compte de cette réelle microstructure, donnaient deux composantes, une composante normale et une composante tangentielle, avec toujours les données d'entrée sur lesquelles j'ai insisté, et puis une donnée d'entrée qui est celle du squelette solide, qui était une valeur calibrée dans ces travaux, et une valeur moyennée de la conductivité thermique particulière, qui était finalement une pondération des différentes composantes. Alors, je suis repartie de ces travaux et je me suis posé différentes questions pour prendre en compte la variété et la variabilité des coproduits agricoles. La première question, c'est est-ce qu'on ne peut pas finalement accéder à la conductivité thermique du squelette solide autrement que par calibration? Et la réponse est oui, ou en tout cas avec une hypothèse, je vais y revenir. On a la conductivité thermique à l'échelle de la fibre de cellulose qui dépend, vous voyez, de la température et de la masse volumique de l'échantillon. Comment prendre en compte la température et l'humidité relative? Eh bien, la conductivité thermique de l'air est déjà une bonne solution parce que cette conductivité thermique de l'air, si on l'observe en fonction de l'humidité relative et pour différentes températures, on voit qu'il y a une variation non négligeable et l'air a déjà une conductivité thermique très variable. Et puis, je l'ai dit, on avait beaucoup de travaux expérimentaux, donc je me suis dit qu'on ne peut pas finalement réutiliser toutes ces valeurs des travaux expérimentaux. On avait beaucoup de valeurs de conductivité thermique du vrac, notamment pour la chaîne haute. Problème, on n'avait pas la fraction volumique dans ces mesures faites en. J'ai continué à me questionner. Je me suis dit, si jamais les méthodes que je propose fonctionnent pour la chaîne haute, est-ce que je ne peux pas l'étendre dans d'autres granulats? Et donc, pour ce faire, souvenez-vous, la conductivité thermique de la fibre de cellulose dépendait de la masse volumique de l'échantillon. Donc, j'ai regardé la densité du squelette solide de différents coproduits agricoles. On voit qu'elles sont relativement similaires. Et on n'oublie pas qu'ils sont majoritairement faits de cellulose. Donc, j'ai fait l'hypothèse finalement que le squelette solide était fait à 100% de cellulose. Et puis, la forme des pores, tubulaires pour la plupart des granulats. Certains, on n'a malheureusement pas l'information, mis à part, et j'y reviendrai, la moelle de tournesol qui, elle, a
à une structure microscopique plutôt alvéolaire. Alors revenons à cette particule de Shenbot, c'était le point d'entrée, hein. Déterminer des méthodes qui marchaient pour Shenbot pour les transposer ensuite et accéder donc à la conductivité thermique particulière, ce fameux tenseur avec différentes composantes. Donc j'ai proposé d'abord une méthode inverse en repartant d'un volume élémentaire représentatif qui était le VRAC et également une méthode directe avec un volume élémentaire représentatif qui était la particule seule comme on l'a vu dans les travaux précédents. Alors pour être bien clair sur les données d'entrée, sur la méthode directe, j'ai utilisé la conductivité thermique de l'air, qui dépend de la température et de l'humidité relative, la conductivité thermique du squelette solide, je l'ai dit, j'insiste, avec une hypothèse 100% cellulose, et puis une porosité intraparticulaire. L'intérêt était que j'avais toujours, grâce aux travaux d'Agar Mtsi-Mazafi, la valeur intraparticulaire de la Shenbot, mais également de tous les autres coproduits agricoles, avec une valeur maximale et minimale qui me permettait finalement d'encadrer ces valeurs de conductivité thermique particulière. Pour la méthode inverse, on retrouve la conductivité thermique de l'air, la conductivité thermique mesurée sur finalement le VRAC, et puis cette fraction volumique, je vous ai dit dont on n'avait pas les valeurs sur les travaux expérimentaux, mais finalement, par un calcul relativement simple, on se rend compte qu'on peut y accéder du moment qu'on a la masse volumique du VRAC et la masse volumique particulière que j'avais toujours grâce aux travaux d'Agar Mtsi-Mazafi. Alors, l'inconvénient de cette méthode inverse, c'est que je n'avais que des conductivités thermiques du VRAC à 20 degrés Celsius et à l'état sec. Je n'ai pas pu aller plus loin finalement pour prendre en compte la température et l'humidité relative. Je me suis donc concentrée ensuite sur la méthode directe pour prendre en compte la variété et bien la variabilité de cette conductivité thermique des matériaux de source. Alors, comment j'ai opéré? Eh bien, d'abord, je me suis positionnée à l'échelle du port. Dans le port, ce port, je l'ai considéré plus ou moins humide avec une fraction volumique d'eau qui était finalement calculée à partir des courbes de sorption du granulat considéré. Cette inclusion, ce port plus ou moins humide, devient l'inclusion à l'échelle de la particule avec deux modèles développés. Un modèle que j'ai appelé un modèle R avec une microstructure alvéolaire, typiquement pour la moelle de tournesol. Et un second modèle, le modèle B, avec des tubes et une microstructure tubulaire qui était plutôt représentative d'autres coproduits agricoles que la moelle. Alors, avec le schéma de Mouritanaka, l'inclusion alvéolaire devenait finalement une inclusion sphérique et les inclusions tubulaires devenaient une inclusion allongée, transversalement isotrope. C'est donc avec ces hypothèses-là que j'ai mené les calculs. Et voici les résultats obtenus. Donc d'abord, je me concentre sur la Shenbot avec la méthode directe qui finalement me donnait trois valeurs de porosité intraparticulaire, la valeur moyenne, la valeur maximale et la valeur minimale, correspondant à l'écart donné dans les travaux d'Agar Mtsi-Mazafi. Et vous voyez ici que la méthode directe, les valeurs de la méthode directe pour la composante normale ainsi que la valeur donnée pour la méthode inverse sont complètement cohérentes avec les valeurs qu'on trouve dans la littérature. Il ne faut pas oublier qu'on a une variabilité par essence, puisque le granulat végétal est différent, ce n'est pas le même granulat qui a été testé à chaque fois. Malgré tout, on peut dire que ces modèles sont pertinents. Alors, cette première valeur ici a été obtenue dans la littérature par modélisation à éléments finis. Cette deuxième valeur ici est celle à partir de laquelle je suis repartie dans les travaux que je vous ai présentés. Et puis, cette valeur est la seule valeur expérimentale que j'ai pu trouver, qui a été une mesure faite par thermographie infrarouge, qui me permet finalement d'asseoir aussi la modélisation avec une valeur expérimentale et de bien conforter ces résultats, en tout cas leur pertinence. Alors, pour la composante tangentielle, pardon, je ne vais pas plus m'attarder quand même un tout petit peu, en vous disant qu'on retrouve les mêmes résultats. Hein. On a une méthode directe qui donne une valeur moyenne et encadrée par deux valeurs extrémales complètement cohérentes vis-à-vis de ce qu'on peut trouver dans la littérature. Même chose pour la méthode inverse, les méthodes que j'ai réalisées moi, où j'ai fait une mesure de la fraction de la conductivité thermique, de la fraction conductivité thermique du VRAC, dans lequel j'ai mesuré la fraction volumique des particules de Shenbot pour avoir accès à cette donnée. Alors, l'application d'autres granulats végétaux, maintenant que j'étais confortée dans mes résultats en me disant ça marche pour la Shenbot, je le transpose à d'autres granulats végétaux, eh bien, d'abord, on a pu démontrer que
le modèle R ou le modèle B, à l'échelle de la particule, finalement, on avait peu de différences, mais on ne les a pas oubliés pour autant, puisqu'on sait qu'à l'échelle au-dessus, à l'échelle des matériaux, on a une orientation préférentielle des granulats en fonction de la mise en œuvre, si on est par compactage ou par projection. Donc, on a bien conservé ces modèles pour la suite. Mais à l'échelle particulière, on a pu dire qu'on a une vraie variabilité de la conductivité thermique particulière. Par exemple, pour l'écorce de tournesol, on peut aller jusqu'à 40% de variation parce que la porosité intraparticulaire est différente, parce que la masse volumique du squelette solide est différente. Pour ce qui concerne finalement la comparaison des propriétés isolantes pour différents coproduits agricoles, eh bien, quantitativement, on peut maintenant dire que ce qu'on appelle paille, donc les menus paille de blé, la paille de coriandre, la chêne-botte, on a le même ordre de grandeur à l'échelle particulière. On a la moelle de tournesol qui est 2 à 3 fois plus isolante que ces pailles, et que par exemple le sarment de vigne est lui 3 fois moins isolant que la chêne-botte, qu'on peut considérer comme granulat de référence dans la littérature. Et un élément important, c'est que les travaux expérimentaux relataient une conductivité thermique à l'échelle matériaux qui dépendait de la masse volumique. On a démontré par nos travaux de modélisation que cette relation linéaire-là existe déjà dès l'échelle particulière. Alors finalement, cette échelle particulière s'est avérée être une échelle stratégique qui m'a permis de prendre en compte à la fois la nature spécifique de ces granulats, leur anisotropie, l'effet de la température et de l'humidité relative pour pouvoir envisager finalement de passer à l'échelle supérieure, à l'échelle du matériau, en proposant par exemple de changer le granulat par modélisation, de changer son orientation ou encore de changer sa forme. Passons à l'échelle matériaux. Donc, à cette échelle, j'ai d'abord travaillé sur le vrac. Et on retrouve l'homogénéisation itérative de tout à l'heure, c'est-à-dire le port plus ou moins humide qui devient l'inclusion à l'échelle de la particule, avec les différents modèles pour prendre en compte du vrac sur la chaîne de la paille de blé ou du vrac sur la moelle de tournesol. Et on passe à l'étape supplémentaire, qui est de dire que cette particule végétale, finalement, est l'inclusion dans ce vrac, avec une hypothèse en première intention qui était celle d'une isotropie, c'est-à-dire une orientation aléatoire des granulats végétaux. Alors, grâce à ces travaux, finalement, l'idée était de dire, avec une simple caractérisation des granulats végétaux disponibles localement, ces coproduits agricoles, eh bien, en s'inspirant de leur réelle morphologie, en appliquant le modèle R ou le modèle B, le plus pertinent, on était capable de calculer la conductivité thermique en vrac à différentes conditions de température et d'humidité relative. C'était bien l'objectif. Dans le cas des terres allégées et des bétons végétaux, je vous l'ai dit, l'homogénéisation commence par une phase d'observation de la microstructure des matériaux. Et là, quand on s'est posé la question, finalement, on s'est dit que ces matériaux, ce serait presque plutôt des inclusions avec une particule végétale qui est enrobée de liants, terre crue ou matrice hydraulique. Et donc, on s'est dit que peut-être le schéma de Mori-Tanaka était à remettre en question, ou en tout cas, il était intéressant d'aller explorer un nouveau schéma d'homogénéisation, qui était le schéma de double inclusion, dans lequel on a une inclusion qui est enrobée par finalement un autre matériau. C'est bien celui-ci qu'on a testé sur les bétons végétaux et les terres allégées. Alors, pour le béton végétal, on a finalement testé au départ 3 volumes élémentaires représentatifs avec ces différents schémas d'homogénéisation. Pour les terres allégées, de la même manière, on a testé 3 volumes élémentaires représentatifs et puis on a comparé aux valeurs de la littérature. Et on a, comme ça, isolé finalement les volumes élémentaires représentatifs qui nous paraissaient les plus pertinents. Vous avez ici, avec une remarque pour celui-ci, on voit en plus de l'inclusion, des inclusions végétales, on voit des inclusions qui sont en fait une porosité remplie d'air qui va tenir compte de différentes porosités dans le matériau. Une porosité à l'intérieur de la terre crue, puisque le liant va être poreux. Une porosité également entre les particules, on a une porosité interparticulaire. Une porosité entre le liant et la particule, parce que l'enrobage n'est pas toujours parfait. Et puis, une porosité qui est remontée des travaux expérimentaux, parce que quand on fabrique la terre allégée, on sait qu'après séchage, on a une fissuration qui apparaît dans le plan perpendiculaire au compactage. C'est bien ce qu'on a modélisé ici par cette deuxième classe d'inclusion. Alors, encore une fois,
s'est posé le problème de l'accessibilité des données locales. Et là, malheureusement, on n'a pas pu faire autrement que procéder par calibration pour définir le pourcentage d'enrobage des particules pour les schémas de double inclusion ou encore pour la fissuration après séchage. Une fois qu'on avait les volumes élémentaires représentatifs qui nous paraissaient les plus pertinents vis-à-vis des travaux expérimentaux, on a pu aller jusqu'à la phase d'optimisation et changer par exemple le liant, ou encore changer dans le matériau simplement le granulat végétal, sa forme ou encore son orientation, qui sont des points délicats à faire sur le plan expérimental. Alors, pour finir d'asseoir nos résultats, jusqu'ici on comparait à des résultats issus de la littérature, mis à part pour le VRAC. Alors, on a voulu comparer à nos propres résultats expérimentaux. On a fabriqué des panneaux isolants à base de moelle de tournesol suivant le procédé suivant. On a immergé la moelle de tournesol avec ici un protocole bien établi pour évidemment que ce soit répétable. On a ensuite positionné sur table vibrante cette moelle de tournesol humidifiée, scarifiée suivant les différentes couches pour une meilleure adhésion entre ces dernières. On a positionné sous presse hydraulique, donc un procédé peu énergivore pour éliminer l'excédent d'eau. Et enfin, on a positionné ces panneaux isolants dans une étuve à 60 degrés Celsius pour éliminer l'excédent d'eau et toute l'eau qui pourrait être absorbée via l'humidité ambiante. Et puis, on les a placés sous différentes conditions de température et d'humidité relative. Et en parallèle, on a fait nos travaux de modélisation. Alors, voilà ce que l'on a obtenu. Donc, pour d'abord une humidité relative à 50% et en faisant varier l'humidité relative, pardon, la température, vous pouvez voir ici la valeur modélisée, la valeur moyenne, toujours les valeurs extrémales correspondant à la gamme intraparticulaire de la moelle de tournesol et les valeurs expérimentales ici en bonne concordance avec les valeurs de la modélisation. De la même manière, lorsqu'on s'est mis à 20 degrés Celsius et que ces panneaux ont été soumis à différentes humidités relatives, on a vu une bonne cohérence entre les valeurs de la modélisation et les valeurs expérimentales. Donc, finalement, ça nous a rassurés en disant que c'était pertinent et prometteur d'aller sur ce terrain d'itération, d'homogénéisation. Et ça nous a permis de dire, eh bien, on va aller au-delà, on va aller maintenant considérer une phase diante via dans les bétons végétaux ou les terres allégées. Mais on n'avait pas fini notre travail au niveau du vrac, puisque au niveau du vrac, on était capable de calculer cette conductivité thermique en fonction de l'humidité relative et de la température. Alors, on l'a fait pour la chaîne haute et on a regardé pour différentes masses volumiques, finalement, différents taux de compactage ou un tassement qui peut avoir lieu au fur et à mesure du temps. On a regardé l'impact sur la conductivité thermique. On voit ici, évidemment, que cet impact il est non négligeable. Et puis, un autre fait important, c'est que cette caractérisation des matériaux biosourcés se fait très souvent à 23 degrés Celsius, mais quand on parle du confort d'été, eh bien, on voit que cette conductivité thermique, elle augmente de 10% sur la gamme de 0 à 50 degrés Celsius, ce qui n'est pas négligeable, évidemment, ce qui va impacter le bilan énergétique au niveau du bâti. Et donc, on se pose la question de la pertinence de cette caractérisation à cette température-là vis-à-vis du confort d'été. Toujours au niveau du vrac, l'idée c'était de dire ce qui est disponible localement, comment on peut l'exploiter. Eh bien, les modèles, sans surprise, le modèle R est resté très pertinent pour la moelle de tournesol, c'était celui avec la microstructure alvéolaire. Pour le modèle B, on est resté aussi très pertinent entre la comparaison entre la valeur modélisée et la valeur expérimentale. Et on est capable maintenant, aujourd'hui, de dire que si par exemple on veut au minimum 7 mètres carrés Kelvin par watt, eh bien, si ce qui est disponible c'est de la moelle de tournesol, il faudra mettre à minima 23 ou 21 cm au centimètre près d'isolant. Si par contre ce qui est disponible localement c'est de sarment de vigne, eh bien, il faudra mettre 56 cm à minima, 55,3, 26,6 pour la paille de coriandre ou 21,7 pour la paille de blé. On a maintenant réussi finalement à apporter des solutions concrètes pour les acteurs de la construction. On espère que ça permettra de favoriser l'émergence de filières qui sont encore à l'état embryonnaire malheureusement, sauf la filière de Chêne-Botte qui se développe. Alors pour les bétons végétaux et les terres allégées, on donnait nos résultats de manière assez synthétique. Les résultats d'optimisation ont montré que finalement la forme des particules et le changement de lien a peu d'impact sur la conductivité thermique de ces matériaux. Par contre,
La nature des granulats a un impact important, ainsi que l'orientation des particules. Et on a même calculé que finalement, si on prend des particules de chaîne haute complètement alignées comme ceci, une orientation préférentielle, et on a jusqu'à 60% d'écart entre cette conductivité thermique dans ce sens ou dans ce sens. À l'échelle de la Terre allégée, on a des résultats tout à fait comparables, sauf pour le changement de lien, parce que d'une Terre à l'autre, on a une extrême variabilité, ce qui se voit ici. Hein, c'est très difficile d'anticiper la conductivité thermique de la matrice terrestre. Alors, en conclusion, on a donc répondu aux objectifs qui étaient de développer des modèles de prédiction qui sont pertinents. Ils ont été comparés vis-à-vis des travaux expérimentaux faits dans la thèse ou dans la littérature. Et donc, on peut maintenant envisager l'optimisation des performances thermiques des matériaux bio et géosourcés et venir en appui des travaux expérimentaux pour optimiser les formulations et les techniques de mise en œuvre. Donc, pour conclure, d'abord un bilan des résultats et puis quelques perspectives intéressantes. Donc, en balayant toutes ces échelles, on a finalement obtenu différents résultats que je pourrais résumer ainsi. À l'échelle moléculaire, une nouvelle piste d'explication sur un phénomène encore difficile à comprendre aujourd'hui sur ces matériaux. Deux méthodes semi-expérimentales de détermination de la conductivité thermique particulière, qui est un élément clé pour passer à l'étape supérieure, l'étape matériaux. On peut maintenant, finalement, en fonction du granulat disponible localement, proposer des parois équivalentes thermiquement. Et puis, proposer également des modèles prédictifs du comportement thermique, avec même une phase d'optimisation vis-à-vis des matériaux béton, végétaux et terres allégées. Alors, ces différents résultats, je les ai valorisés dans différentes publications, dans la dernière étant soumission. Et puis, j'ai également participé à de nombreux congrès en France et à l'étranger, donc congrès nationaux et internationaux, pour présenter ces résultats. Donc, j'en profite pour remercier le LMDC, le laboratoire, l'IUT de Tarbes, l'ADEME via le projet Locabati et l'AEGC qui ont participé à mes mobilités sur ces congrès. Et puis, pour les perspectives, elles sont nombreuses. Il est difficile de faire un choix, mais j'essaie de le faire. Donc, d'abord, à l'échelle moléculaire, je pense qu'il faut aller chercher dans l'air de la cour d'hystérésis. Il y a probablement des informations à aller chercher. Et je pense que c'est un élément important avec cette nouvelle description que je viens de donner. Et également, les effets des traitements du rouissage sur cette faculté de ces matériaux à absorber ou désorber de l'eau. À l'échelle de la particule végétale, il serait intéressant d'aller regarder également ces effets du traitement, mais également de procéder, d'aller chercher des mesures locales via la thermographie infrarouge. On a vu ça a été fait pour le chêne-boc. J'aimerais le faire pour d'autres granulats végétaux et finalement comparer mes résultats de modélisation avec l'expérimental. Et puis on a commencé à le faire, utiliser les réseaux bayésiens pour pallier le manque de données via un stage de Master 2 que j'ai encadré avec Ariane et Frédéric. L'idée, c'est que de toute façon, ces matériaux, l'extrême variabilité fait qu'on aura forcément un manque de données. Donc, il faut travailler avec des outils qui vont nous permettre de faire avec ce manque de données inhérent à la nature même de ces matériaux. Pour les granulats en vrac, j'aimerais beaucoup poursuivre les campagnes expérimentales et balayer différentes conditions d'usage, différents échantillons sciemment choisis et mener en parallèle la modélisation. Pour les panneaux de moelle, eh bien, vous les avez ici, hein, ils ont été fabriqués il y a un peu plus d'un an maintenant. On a l'impression qu'on n'a pas de développement de moisissure, mais évidemment, l'idée serait d'aller voir quelle est la durabilité de ces matériaux, voir quelle est l'influence finalement des conditions extérieures, comment ils vieillissent, comprendre comment le phénomène d'adhésion se fait entre la moelle de tournesol et les granulats simplement humidifiés, et puis peut-être faire évoluer le process de fabrication vers quelque chose de plus industriel. À l'échelle des matériaux, ce qui serait intéressant toujours, c'est un point important et qui me tient à cœur, je pense qu'il est important de mener la modélisation en parallèle de campagne expérimentale, donc poursuivre ces travaux-là, aller chercher des données d'entrée, des données de la microstructure qui nous manquent encore pour modéliser, pourquoi pas aller jusqu'au jumeau numérique, on sait la difficulté de voir la variation de ces matériaux et la variation de la propriété vis-à-vis du vieillissement.
Donc, si on peut le modéliser, c'est un atout. Et puis, aller voir aussi du côté des enjeux sociétaux parce que ces matériaux, notamment la terre crue, ont encore une image connotée négative pour certains, alors qu'il y a beaucoup d'atouts sur ces matériaux. Donc, il y a aussi un travail à faire vis-à-vis de ces enjeux-là. Et puis, évidemment, l'idée serait d'aller à l'échelle encore supérieure, à l'échelle de la parole. Je vous remercie de votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions.